Et la question politique, c'est qu'il y a discrimination, c'est qu'il y a colonisation, c'est qu'il y a un traitement absolument inacceptable des populations et de la population, des populations palestiniennes et des populations palestiniennes qui sont en l'occurrence pas uniquement musulmanes. Donc, on écarte le fait que c'est une question religieuse des musulmans qui intrinsèquement seraient antisémites. Et à n'importe quelle personne qui vous laisse entendre ceci en disant « vous, vous êtes pro-palestinien parce que vous êtes musulman », il faut dire, en l'occurrence, que l'islam est opposé radicalement et fondamentalement à tout racisme, dont l'antisémitisme. C'est anti-islamique chez nous, ça n'existe pas. Mais Ahl al-Kitab, eux, ils sont des gens du livre. Et dans l'histoire musulmane, il y a eu des luttes contre des tribus qui étaient des tribus juives, ou des tribus chrétiennes, ou des tribus d'autres traditions païennes, pas parce qu'ils étaient païens ou chrétiens ou juifs, mais parce qu'ils voulaient détruire la communauté musulmane. Mais il y a eu dans l'histoire musulmane la protection de tribus juives, de tribus chrétiennes, par le prophète alayhi salam. Et dans le Coran, il y a 8 versets de la sourate 4 qui viennent dire aux musulmans, le musulman était coupable et le juif était innocent. Donc on n'a pas du tout ce traitement, ça n'existe pas chez nous. Excusez-moi. Donc en l'occurrence, il faut qu'on mette clairement que ce n'est pas une question qui est liée à la religion des uns et des autres. On s'opposera à toute marque d'antisémitisme ici ou là-bas, mais nous, notre problème, c'est avec l'État d'Israël et avec le traitement de l'État d'Israël, et qu'il n'y a absolument jamais à accepter que quelqu'un vienne vous dire « toi, tu es antisémite parce que tu critiques l'État d'Israël ». Donc ça, il faut l'écarter, clairement. Deuxième des choses qu'il faut mettre en évidence dans ce combat qui est notre dignité, c'est connaître un tout petit peu l'histoire, connaître le sens de cette résistance. Et vous qui êtes ici en France, vous êtes au cœur de l'Europe, dans le pays où les lobbies pro-israéliens sont les plus puissants. Vous avez un groupe et une organisation ici qui est en train de mélanger tous les registres et qui vous disent « oui, nous sommes dans la lutte contre l'antisémitisme en France », et nous on est d'accord, il faut lutter contre l'antisémitisme, il faut lutter contre tous les racismes, mais eux ils utilisent ce combat pour dire « tout propos anti-israélien est souvent associé à de l'antisémitisme ». Et c'est ce groupement-là, c'est le CRIF. Le CRIF n'est pas du tout religieux, le CRIF est politique, c'est un instrument d'une propagande israélienne. Et qui sont allés loin quand on leur a dit « non mais attendez, vous condamnez là les bombes qui tombent sur Gaza et qui ont tué 1400 ?» Ils commencent à vous tourner autour du pot. Non, ils se défendent. Ah, ils se défendent. À 5000 du haut de 5000, en envoyant des bombes, ils se défendent contre les gens de Gaza. Vous appelez ça de la défense. Ça, c'est du massacre, ça. C'est même pas une guerre. Et la classe politique française, tout parti confondu, va, quand ils sont au gouvernement, avec 16 ministres à la soirée du CRIF. Et si vous ouvrez votre bouche, vous devenez suspect. Vous savez ce que vous devenez? Un partisan du double langage. Ça vous dit quelque chose? Pas net. Eh bien si, pour dire cette vérité, il faut médiatiquement ne pas être net, je préfère être pas net médiatiquement, mais être très net sur la défense des intérêts. Ce groupe-là est un groupe qui a majoritairement, pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont honnêtes, majoritairement une fonction politique qui est la défense des intérêts d'Israël. Donc, je dois finir? Donc c'est fini. Non. Non, je rigole. J'ai pas fini. Donc, vous me suivez? Donc, là c'est une position sur laquelle il faut être clair. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique de résistance. Et nous devons nous positionner dans la reconnaissance de la mémoire de ce peuple, de sa culture, de sa dignité. Faites en sorte, vous savez, faites en sorte, même par rapport à votre origine à vous. Pour la majorité d'entre vous, vous venez de pays africains, nord-africains, et même certains d'entre vous, vous venez d'ici, de la France, vous avez pu, vous êtes pro-palestinien, vous défendez les opprimés. Faites attention que nous, tout notre discours politique, ne soit pas simplement une défense des causes politiques. La cause culturelle est politique.
Comprenez ce que je veux dire? Quand dans le monde aujourd'hui, quand un Arabe meurt, ou un Asiatique meurt, ou un Africain meurt, c'est comme s'il était moins important qu'un Occidental qui meurt. C'est comme si un militaire américain, un militaire français, quand il meurt, ça vaut plus qu'un militaire africain. Quand au Mali, on les a envoyés au premier rang, quand en Irak, on les a envoyés au premier rang, qu'il y avait des centaines qui mouraient, il y avait des centaines d'Arabes. Mais un ou deux Français ou Américains, c'est une affaire nationale. La résistance politique est aussi une affaire culturelle, c'est de dire la dignité des gens qui meurent. La dignité des femmes et la dignité des hommes, des Africains et des Palestiniens, qui sont des êtres humains, et à l'heure où je vous parle, il y en a, tout à coup vous entendez, 3 Palestiniens sont morts. C'est comme si c'était rien, c'est tellement habituel. Et cette sous-évaluation de la dignité de certains individus dans certaines catégories sociales ou culturelles ou religieuses devient un vrai problème. Si vous entendez ce qui se passe en Birmanie avec ce génocide, ça passe, c'est leur vie a moins de valeur que la nôtre. Donc notre première résistance en termes politiques, c'est de dire attention, la valeur de la vie humaine, elle est la même pour tous. Blanc, noir, femme, homme, musulman, pas musulman, nous on ne fait pas de distinction. Et donc on pose cette dimension-là. Puis ensuite on pose la dimension culturelle également, d'une revendication, d'une culture, d'une mémoire, d'une société, de religions qui ont le droit et qui ont la nécessité de cohabiter. Et le dernier élément, et ça c'est sur laquelle je vous invite à beaucoup réfléchir, vous êtes installé en France, vous vivez avec des concitoyens dont certains d'entre eux ne savent même pas, ne connaissent pas la question palestinienne ou pas suffisamment, ils écoutent ce qu'on leur dit dans les médias, ou ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit pas, ou ils n'entendent pas ce qu'on leur dit pas, parce que souvent on ne leur dit rien. Eh bien c'est à vous de faire le travail. Sortez la cause palestinienne de son ghetto médiatique, ou de son ghetto culturel, ou de son ghetto religieux. Faites-en une affaire qui dépasse, qui transcende. Faites-en une affaire de votre conscience avec les opprimés, comme vous devriez être avec ceux du Congo, comme vous devriez être avec ceux du Tibet. Il faut absolument que, à l'intérieur de notre conscience, de notre compréhension des choses, nous sortions des clivages, nous sortions de nos enfermements et que nous travaillions de façon beaucoup plus importante. Alors je l'ai dit ce matin aux étudiants, je vous le répète ici, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont partisans de cette lutte, qui ont envie de pouvoir dire quelque chose. Certains le craignent parce qu'il faut en payer le prix. Le prix, ça peut être l'ostracisme, le prix, ça peut être la stigmatisation. Encore une fois, il y a un prix à payer. Après, il faut le faire avec sagesse, il faut savoir à quel moment il faut dire les choses, il faut savoir comment les dire, il faut savoir avec qui les dire. Puis parfois, il faut faire dire à quelqu'un des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous allez payer plus. Le plus important, c'est que ça soit entendu. Donc parfois, certains peuvent dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Ça, ce n'est pas du manque du courage, c'est de la stratégie. Il y a des choses où il faut savoir quand dire les choses et comment il faut les dire. Mais comprenez bien une chose, pas d'expression de pitié à l'endroit des opprimés, mais rappelez-vous simplement que les opprimés vous renvoient à la conscience de votre propre dignité. Une femme et un homme qui se tait quand on opprime n'est pas vraiment une femme, n'est pas vraiment un homme. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à vous taire et à ne pas être ému, souvenez-vous d'une chose. Dans la tradition, il nous est dit que le minimum de la foi, c'est quand vous voyez quelque chose qui est détestable, votre cœur ne l'aime pas. Mais si à un moment donné, votre cœur s'est tellement habitué à l'oppression que vous n'avez même pas de frisson quand vous entendez ce qui se passe, que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est qu'une partie de votre humanité a disparu. Une partie de votre humanité a disparu. Et quand ça ne vous fait plus rien, il faut vous demander encore ce qui reste de ce que vous êtes, si ça ne vous fait plus rien. Dans toutes les situations de pression, la seule chose que je retiens du début de la révélation, pour quelqu'un qui est croyant, la seule chose que je comprends de la conscience, c'est que à un moment donné, dès que vous avez la conscience des valeurs, vous vous tournez toujours vers les plus pauvres et les plus opprimés, toujours. C'est eux qui réveillent. Et il faut en payer le prix. Vous savez, le monde est facile. Le monde va très très vite pour célébrer ceux qui ont été les martyrs des justes causes. À un moment donné, Martin Luther King, on a fêté les 50 ans de son discours par les gens qui ont infiltré le groupe de Martin Luther King pour l'assassiner.
Et 50 ans plus tard, on vous dit, le grand Martin Luther King. Ah mais le système qui le célèbre est le système qui l'a tué. 50 ans ou 30 ans après avoir mis quelqu'un pendant 25 ans en prison comme Nelson Mandela, ceux qui l'ont mis dans les geôles, ceux qui ont soutenu le régime comme les Américains, là maintenant disent l'icône. Et quand Barack Obama est descendu en Afrique du Sud et qu'il est élu en prison, la famille de Nelson Mandela a dit « c'est mieux que vous ne veniez pas le voir ». Parce que peut-être que vous voulez célébrer, mais nous on a une mémoire. On sait d'où vous venez, on sait qui vous avez sauvé. Les 25 ans qu'il a fait de prison, votre silence et votre honte. Donc maintenant, venir sur le chevet de quelqu'un qu'on a laissé. Alors ça, on est des champions. Malcolm X, quand il fait son autobiographie, il sait et il dit, ils vont me tuer, et il sait qu'on va utiliser sa mémoire. Alors on utilise sa mémoire. Gandhi, il a été tué par qui? Ceux qui tuent, ensuite on les célèbre. On instrumentalise même ceux qu'on oppresse. On arrive à les reprendre des années plus tard, on dit « Mais oui, c'était un grand homme, mais vous l'avez traité comme un chien. » Oui. Les grands hommes dans votre mémoire ont souvent été les chiens de vos pratiques politiques. Donc à nous avoir un peu de dignité, mais si ça ne vous fait pas frémir, si vous n'avez pas cette conscience-là, posez-vous la question de savoir quelle vie vous avez envie de mener. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir un titre, vous allez avoir une vie tranquille, mais une vie tranquille sans conscience, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas jusqu'à où on peut aller dans l'indignité. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question dans nos résistances. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci à Tariq. On ne le remerciera jamais assez pour son dévouement et pour son courage. Et nous lui disons, bien sûr, nous sommes toujours avec toi et derrière toi, Inch'Allah, pour cette noble cause. Et on va peut-être prendre 2 questions, Inch'Allah, 2 questions. Et le régisseur est là. Vous ne le voyez pas peut-être, mais moi je le vois. Alors, Inch'Allah, 2 questions, parce que, voilà, on est pris par le temps. On aurait voulu garder Tariq avec nous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Les Marseillais t'apprécient énormément. Mais le temps, voilà, on est pris par le temps. Donc, 2 questions, Inch'Allah. Alors, soit il y a des... Voilà. Ah, vous avez... Tu les as triés un petit peu? Voilà, on va prendre les deux premières. Je te laisse les lire. Bismillah. Et ensuite, Inch'Allah, ils ont réussi à se connecter, alhamdoulilah, tout de suite après, parce que ça fait un moment que les orphelins attendent. Donc on a essayé de le faire. On va essayer de se connecter tout de suite après, Inch'Allah. Donc le professeur Tariq Ramadan va répondre aux questions, Inch'Allah. Et ensuite, il y aura un petit moment de dédicace, il est pris un peu par le temps. Et ensuite, on passera à la vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vis-à-vis du fait qu'il s'agisse d'un problème politique, quelles possibilités s'offrent aux citoyens français pour permettre d'arriver à une issue de ce conflit, sinon à peser pour faire changer un peu les choses? Bien, écoutez, parce qu'il s'agit d'une question politique, la possibilité des citoyens français, c'est de s'engager sur la question de façon politique. C'est-à-dire, encore une fois, il y a plusieurs niveaux. On l'a dit ce matin, je l'ai répété tout à l'heure, il y a tout le travail d'information qu'on doit faire pour soi-même et d'information des gens autour de nous. Informer, c'est politiser aussi, c'est rendre les gens conscients de ce qui est en train de se passer, donc leur dire ce qui se passe. Même aux gens qui ne sont pas là, parce qu'encore une fois, je vous le dis, nous on a eu des salles pleines le jour où il y avait des massacres. C'est comme si on était ému, on vient par émotion. Donc après, il faut informer. Ensuite, il faut, de ce point de vue-là, comprendre que vous avez un engagement politique. Et votre engagement politique, il doit être de deux natures. Il doit être un engagement politique sur les questions... Il faut faire attention à une chose. Beaucoup de citoyens européens, quand ils se sont installés de confession musulmane, ou d'origine africaine, ou nord-africaine, ou d'origine asiatique,
ou qui sont dans la 10e génération, parfois même ils sont allés jusqu'à influencer ceux qui se sont convertis ou des gens qui sont ici, ont souvent jaugé les responsables politiques sur leur politique internationale. Il ne faut pas faire ça, il faut les deux. Il faut avoir une vraie politique nationale, donc il faut juger de la politique nationale, il faut juger de la politique internationale, mais donc de ce point de vue-là, il est évident qu'il faut, par rapport à la politique internationale, eh bien, manifester un certain nombre de préoccupations par rapport à la question palestinienne, par rapport à la question africaine. Et donc ça aussi, c'est dans votre engagement, que vous soyez dans un parti ou dans un autre, que vous soyez engagé sur le plan local, le souvenir de cette cause-là, l'information que vous allez transmettre, la position de principe que vous allez défendre, eh bien, il faut l'avoir aussi au niveau de la classe politique. Et vous le voyez aujourd'hui, à droite comme à gauche, eh bien, la question du soutien à la politique israélienne est majoritaire dans les élites politiques, pas forcément dans les populations. Donc à partir d'un certain moment, il faut se poser la question comment on passe du soutien populaire à la transformation des élites qui ne représentent pas, qui sont finalement des groupes, des lobbies, ou qui sont sous l'influence d'un certain nombre de lobbies, et il faut aujourd'hui en parler. Alors moi j'ai rencontré des politiciens français, et souvent les politiciens français, ils veulent me voir, mais il ne faut pas que ça se sache. Parce qu'ils connaissent l'impact de ce discours sur les populations, mais ils disent oui, on se voit et on discute, mais il ne faut pas que ça se sache. Et moi, j'ai aucun problème à les voir. Je veux dire, ils n'ont pas le courage politique, ils assument, mais les voir pour transmettre une compréhension de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc, il y en a qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et il y en a certains qui parlent, mais ils n'osent pas parler en public. Ils sont tout à fait conscients de ces enjeux-là. Ils savent très très bien. J'ai entendu des propos par rapport à la question israélienne, par rapport à la question palestinienne, chez un certain nombre de politiques, qui sont tout à fait, ils ont une longue tradition de connaissances par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, l'engagement politique changera quand on se rendra compte que les enjeux électoraux sont en train de changer. Au niveau du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, où vous avez un ministre qui a des visées présidentielles. Il ne le cache pas, il le dit, mais dans son parcours à lui, comme dans le parcours de toute la gauche, on est allé jusqu'à se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait oui ou non un vote communautaire en France. Et ça, je le dis pour les gens de la sécurité ou des renseignements. Rapportez les choses comme je l'ai dit, s'il vous plaît, ne déformez pas. Et je salue votre présence en l'occurrence. Donc, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il n'y a pas de vote communautaire, mais il y a des tendances majoritaires qui peuvent avoir une influence. Il faut vous rendre compte que, sans aller jusque dans l'affinement des détails, parce que c'est interdit par la loi française de savoir quand tu es un citoyen d'origine maghrébine ou musulman, ou chrétien ou juif, comment est-ce que les gens votent, on ne peut pas le faire, c'est interdit par la loi, on ne peut pas avoir ce genre de statistiques, on peut avoir des courants, des tendances majoritaires. Mais on est allé jusqu'à se rendre compte qu'au niveau politique, sur la présidentielle, la différence des voix entre le gagnant et le second était de 1,6 million. Et que la tendance des citoyens de confession musulmane était de 1,9 million pour le gagnant. Ça veut dire qu'en fait, cette petite minorité a la possibilité du pouvoir de bascule. Ça peut passer de l'un à l'autre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend compte aujourd'hui, avec la montée du troisième parti, le Front National, qu'il y a une partie de la population dont vous représentez une présence qui a la possibilité d'inverser le cours des élections. Tellement aujourd'hui les gens, en fait, plus les clivages idéologiques disparaissent, on ne sait plus qui est à gauche, qui est à droite, on entend Valls, on a l'impression qu'on est à droite, on entend certains à droite, on ne sait pas si on est vraiment un peu encore à droite ou au centre, celui du centre, on ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. C'est difficile de savoir qui est qui et où on est. Seule chose qu'on sait, c'est qu'à droite de la droite, il y a effectivement Marine Le Pen qui ne veut plus qu'on l'appelle extrême droite, mais qui est un mouvement populiste. Et ensuite, on vous dit que
l'UMP est plus au centre de la droite que de l'extrême droite, mais quand vous écoutez ce qui se dit à l'UMP, vous n'êtes pas très loin de l'extrême droite sur certains domaines. Enfin, plus c'est comme ça, plus on est dans le flou, plus ça va être des questions de personnes. Est-ce qu'on est plutôt pro-Sarkozy? Et en fait, Hollande gagne les élections plus par l'anti-sarkozysme que par la puissance de son discours politique. Et ça, il le sait. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, sur le terrain, ce qui va compter, c'est des jeux d'alliance. Et tout à coup, votre présence comme citoyen peut faire un changement dans un sens ou dans l'autre. Moins d'idéologie, ça veut dire plus de fragilité dans la répartition des voix. Et quand on se pose la question comment on fait d'un point de vue politique, eh ben, il y a un certain nombre de choses qu'il faut lister dans notre engagement sur le traitement de la citoyenneté, sur le traitement des discriminations, sur l'emploi, sur la question internationale. Il faut l'intégrer à un champ politique qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire de ne pas simplement parler des affaires internationales, mais de parler de toutes les affaires avec une cohérence. Ça, c'est votre travail. Il faut que je finisse. Une dernière. Bon, je voulais faire court avec celle-ci, j'ai fait trop long déjà. Comment être un sujet de son histoire dans des sociétés occidentales aliénées et aliénantes? Eh bien, pour faire court sur cette question-là, moi je vous l'ai souvent répété, ne devenez pas l'objet de la perception d'autrui, mais devenez les sujets de votre histoire. Et un sujet de son histoire, un être qui est un sujet, c'est un être qui a une conscience. Et la conscience, c'est déjà la fierté de soi. La fierté de soi. Et moi, je suis désolé, beaucoup, en fait, aiment bien ce que je dis médiatiquement parce que ça leur donne une certaine fierté en eux-mêmes. Et certains viennent, tu nous défends bien. Mais ça veut dire quoi, tu nous défends bien? C'est-à-dire, en fait, tu vas au casse-pipe, quoi. Vas-y, et puis nous, on regarde, et nous, on est contents. Mais ça dit autre chose, fondamentalement. C'est être un sujet de son histoire, c'est avoir la fierté de ce que l'on est et d'où on vient. Et que l'on soit français, qu'on vienne des banlieues, parce qu'il y a des Français qui souffrent la misère dans les banlieues depuis des générations, ils sont dans l'exclusion sociale. Qu'on vienne d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale, ou qu'on soit musulman, ou qu'on soit les exclus ou les minoritaires. La fierté, c'est de développer un sens de son histoire. C'est-à-dire, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que vient mon père et ma mère dans cette société-là? Et même si je suis français et que je suis dans la banlieue, le sens de son histoire, c'est qu'on est sujet. Qu'on peut dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu peux dire ce que tu veux sur ce que tu crois que je suis, mais moi je sais d'où je viens. Et il y a de la dignité à être là où je suis grâce à ceux dont je viens. C'est pas sûr qu'il en soit de même pour toi. C'est pas sûr. Donc ça, c'est le premier élément. Parce qu'il y en a certains qui viennent vers moi et disent « Et toi, le petit-fils de... » Mais toi, est-ce que tu n'es pas sûr d'être le petit-fils d'un collabo? T'étais où, toi? Où t'es où tes parents? Parce que la moitié de la France, elle a collaboré avec un régime qui a été un régime de tortionnaires, n'est-ce pas? Donc il y a eu les deux France. Tu n'es pas sûr que tu étais dans la bonne. Déjà. Donc déjà, un sujet qui porte son histoire. Mais ça, c'est important. La deuxième des choses, qui porte sa langue. Le fait que vous ayez des langues qui viennent... la langue française, c'est votre langue, il faut la porter avec dignité. La langue arabe, il faut la porter avec dignité. Quelqu'un qui n'ose pas dire salam alaikum, il dit bonjour. On vous a rendu décomplexé de la langue. Ce qui fait que vous ne savez même plus parler tellement une langue bien. On parle plusieurs langues mal. Comme disait un chanteur, on est des analphabètes polyglottes. Plusieurs langues, mais pas dans la bonne. À partir d'un certain moment, la dignité, le sujet de l'histoire, il a une langue. Il a des langues. Apporter à la France le pluralisme linguistique. Et ayez cette fierté-là. Et même si vous ne la connaissez pas, votre langue, même si vous ne la connaissez pas, célébrez-la en disant « je le regrette », en disant « j'aimerais », en la célébrant, parlez de votre langue, pas comme un défaut qui vous reste, mais comme un manque qui vous manque, comme un capital qui vous manque si vous ne l'avez pas.
et dans la langue française et tout ceci. C'est ça être un sujet. Et le troisième élément du sujet de l'histoire, c'est les combats politiques qui sont les nôtres. C'est qu'on ne se taira devant aucune pression, devant aucune discrimination. Quand on viendra nous parler de la laïcité, on dit venez, on va en parler de la laïcité, parce que nous on est d'accord avec la laïcité, mais on veut qu'elle soit appliquée égalitairement pour tous de la même façon. D'accord? Il n'y a pas une laïcité pour les Blancs, une laïcité pour les Arabes. Il n'y a pas une laïcité pour les cathos, une laïcité pour les musulmans, il y a une laïcité pour tous, c'est la même. Alors maintenant, on va regarder des chiffres et on va se dire comment est-ce qu'elle est appliquée. Comment ça se fait que quand on demande des droits qui sont les droits d'un citoyen ici, c'est donné à certains et c'est pas donné à d'autres. C'est pas la loi le problème, c'est votre discrimination. La discrimination, elle n'est pas dans le texte, elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête et donc la dignité du sujet, c'est celui qui sait ça et qui va se battre. Donc, la mémoire, donc la langue, donc le droit. Voilà, les choses qui vont déterminer. Et ensuite, dernier élément, tout ça, non pas en s'isolant. La première erreur que nous on fait, c'est quand on se met entre nous et on défend nos droits à nous. Non, nous on a, de là où nous sommes, une vocation à être universelle. On va se battre avec tous ceux qui se battent pour ça aujourd'hui. Pour tous et avec tous. C'est-à-dire, on doit être porteur de ce message universel-là, au-delà du ghetto dans lequel on veut nous enfermer. Mais c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Je veux dire, il y a le quartier nord de Marseille, les quartiers nord de Marseille, qui a tout Marseille. Il faut sortir de ça. Il faut sortir du ghetto géographique. Il faut sortir du ghetto social. Il faut sortir du ghetto culturel. Il faut sortir du ghetto de la marge. Et il faut arriver dans le texte. Oui? Vous savez, quand on avait écrit un livre avec des élèves en rouge dans la marge. Il y a le texte, là où il y a le sens, puis la marge, il y a les remarques. On vous a souvent mis dans la marge, vous êtes des remarques, le texte, c'est pas vous. Oui? Ben à partir d'un certain moment, il faut sortir de la marge, il faut venir dans le texte, il faut questionner le texte. Qui écrit le texte? Avec quel pouvoir et au nom de qui? C'est ça, devenir un sujet. C'est quand j'écris le texte avec ceux qui écrivent le texte, et je m'occupe aussi de ceux qui sont dans la marge de façon digne. Ça, c'est ce qui doit être votre combat. Ça fait 1 heure qu'il me dit d'arrêter, et je continue, parce que je suis indiscipliné. Le texte, il est là. Allez, salam alaikum. Merci, Atara.